bonsoir à vous qui nous recevez chez vous. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information sur Inside News RDC. En cette fin de journée, une atmosphère de défi et de détermination enveloppe notre pays. Pendant que le sang de nos frères coule encore en Ituri, Kinshasa refuse de subir la fatalité. Nous assistons à un réveil brutal de notre appareil d'État. Notre nation choisit désormais la confrontation diplomatique et économique frontale contre ceux qui nous agressent. La souveraineté n'est plus un souhait. Cette édition est celle de la rupture avec l'inertie. Nous allons décrypter 2 dossiers qui marquent un tournant historique pour notre avenir collectif. D'un côté, nous portons le fer au cœur de la francophonie, en défiant ouvertement l'influence rwandaise. De l'autre, le chef de l'État verrouille notre or artisanal à Abu Dhabi pour assécher les finances de la guerre. Nous explorons les mécanismes d'une nation qui exige le respect de ses richesses et de sa dignité. Nos provinces ne sont pas en reste. De la déconnexion numérique à Dékézé jusqu'au calvaire de l'eau à Komanda, nous prenons le pouls du Congo réel. La survie de notre patrie ne se négocie pas dans les salons feutrés. Elle se gagne par la maîtrise de nos ressources et la force de notre voix. Bienvenue dans la vérité des faits. C'est un acte de guerre diplomatique que nous venons d'initier depuis le Palais de la Nation. La République démocratique du Congo dépose officiellement sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Crispin Mbadou, ministre délégué chargé de cet espace, a confirmé cette décision historique devant le Conseil des ministres. Nous avons fixé la date butoir du 15 juin 2026 pour graver notre ambition dans le marbre des instances internationales. Ce geste n'est pas une simple formalité administrative pour occuper un bureau à Paris. Il s'agit d'un miroir tendu à la face du monde. Pendant que le Rwanda utilise cette organisation comme un outil de rayonnement, notre pays rappelle sa légitimité démographique. Nous sommes le premier pays francophone du globe. Pourtant, depuis 1977, nous n'avons jamais tenu le gouvernail de cette institution. Cette anomalie servait jusqu'ici les intérêts de nos voisins. En brisant ce plafond de verre, nous contestons directement la mainmise de Louise Mushikiwabo. La justification officielle de ce leadership repose sur une volonté de présence active. Crispin Mbadou martèle que la RDC doit assumer pleinement son rôle de moteur de la francophonie mondiale. Ce discours de puissance s'accompagne d'un renforcement du leadership académique. Gilbert Loshiba, recteur de l'UNILU, pousse pour que nos experts occupent des postes stratégiques à l'Agence universitaire de la francophonie. Nous voulons que l'enseignement supérieur devienne un levier de notre rayonnement international. Cependant, la réalité du terrain diplomatique est plus rugueuse. Ce choc frontal survient au moment où le médiateur Faure Gnassingbé multiplie les navettes. Le président togolais s'est rendu à Kigali après avoir consulté Félix Tshisekedi à Kinshasa. Il conduit une délégation de facilitateurs de l'Union africaine comprenant Olusegun Obasanjo et Sahle-Work Zewde. Ces émissaires cherchent une solution africaine à un conflit qui dure depuis des décennies. La RDC refuse désormais d'être la spectatrice de sa propre crise. L'analyse des experts souligne que diriger l'OIF permettrait de fixer l'agenda politique de l'espace francophone. C'est un contrepoids indispensable pour dénoncer l'agression et le pillage devant une audience mondiale. Pour nos compatriotes, une victoire à ce poste signifie la fin de l'isolement. Cela garantit que la voix du peuple congolais ne sera plus étouffée par les réseaux d'influence de Kigali. L'influence diplomatique est une arme de dissuasion massive que nous apprenons enfin à manier. Une question demeure au cœur de cette bataille. Sommes-nous capables de transformer notre poids démographique en une influence réelle et durable? La force de notre langue doit devenir la force de notre diplomatie. Cette quête de respectabilité internationale sur le plan diplomatique ne saurait toutefois masquer la réalité de nos ressources. La gestion de nos minerais constitue le second poumon de notre survie nationale. L'argent est le nerf de la guerre, et Kinshasa a décidé d'asphyxier ses agresseurs économiquement. Le président Félix Tshisekedi se rend à Abu Dhabi pour finaliser un accord d'une importance capitale. Un document de plus de 100 pages est en phase de signature. Ce partenariat stratégique avec les Émirats arabes unis
vise un objectif précis. Nous voulons traiter directement avec la destination finale de notre or artisanal. C'est une attaque directe contre les réseaux de contrebande qui transitent par le Rwanda. Pendant des années, notre or a enrichi ceux qui nous tuent. Les statistiques officielles étaient ridicules. Avant l'initiative Primera Gold, la RDC ne déclarait que 32 kilos d'or artisanal par an. En 6 mois de collaboration, ce chiffre est passé à 2 tonnes. Ce bond spectaculaire démontre l'ampleur du vol que nous subissons depuis des décennies. En vendant directement aux Émirats, nous captons la valeur réelle de notre sol. Chaque gramme exporté légalement est une munition en moins pour les rebelles. La justification de ce pivot réside dans la transparence financière. L'accord prévoit un échange de renseignements entre les banques centrales pour lutter contre le blanchiment. Le ministre d'État émirien, Sheikh Shagbut Nayan al-Nayan, supervise ces investissements massifs. Au-delà des mines, le groupe Abu Dhabi Ports envisage d'investir dans nos infrastructures maritimes à Boma et Matadi. Il s'agit de sécuriser toute la chaîne, de la mine jusqu'au port de destination. La réalité économique nous impose cette alliance. Les échanges commerciaux entre nos deux nations ont bondi de 27% en 2 ans. Ce partenariat avec Sakima, évalué à plus de 1,9 milliard de dollars, prévoit la création de plusieurs mines industrielles. C'est une réponse concrète au pillage organisé dans le sud Kivu. Nous ne nous contentons plus de dénoncer le vol. Nous changeons les serrures de notre coffre-fort national. L'analyse indépendante suggère que ce rapprochement affaiblit structurellement l'économie de guerre régionale. En retirant l'or des circuits informels rwandais, Kinshasa assèche les commissions occultes qui financent l'insécurité. Pour nos citoyens congolais, l'impact est clair. Ces devises qui reviennent au trésor public permettent de financer notre défense nationale. La santé financière de nos foyers dépend de notre capacité à garder nos richesses à l'intérieur de nos frontières. Comment garantir que ces accords de 100 pages seront appliqués avec une rigueur absolue sur le terrain? La surveillance des sites miniers reste le défi majeur de cette stratégie de reconquête. Pour que cette richesse profite réellement au pays, l'État doit imposer sa loi sur chaque site d'extraction. La rigueur commence par le respect de notre environnement et de nos lois minières. Le secteur minier congolais entre dans une ère de discipline forcée. Louis Watung Kabamba, ministre des Mines, vient de signer un moratoire de 15 jours extrêmement ferme. Toutes les sociétés minières ont jusqu'au 16 février 2026 pour prouver leur engagement environnemental. Elles doivent fournir les preuves de constitution d'une sûreté financière de réhabilitation. Cette garantie bancaire est une obligation légale trop souvent ignorée. Les entreprises ne peuvent plus abandonner des terres empoisonnées après avoir extrait nos richesses. Cette mesure fait écho aux standards internationaux de responsabilité sociétale. Dans le Lualaba et le Haut-Katanga, 27 unités de traitement ont été passées au crible. Le constat est accablant. Plusieurs sociétés affichent un capital congolais inférieur à 50%, ce qui constitue une violation flagrante de notre code minier. L'État dénonce aussi le cumul illégal de titres miniers et d'agréments de traitement. Nous assistons à une tentative de nettoyage en profondeur d'une filière gangrénée par la fraude. La justification officielle est la protection de notre patrimoine naturel. Le ministre exige les plans environnementaux approuvés pour chaque projet. Parallèlement, le géant Glencore ajuste sa stratégie globale. Dans son rapport de production 2025, le groupe annonce prioriser le cuivre au détriment du cobalt. Le prix du métal rouge dépasse désormais les 14 000 $ la tonne sur le marché de Londres. Le cobalt, lui, est maintenu en solution pour éviter les coûts de stockage inutiles face aux quotas d'exportation. La réalité du terrain montre que ce pivot de Glencore impacte Novoselect. En produisant 247 800 tonnes de cuivre, le groupe maximise ses profits sur notre sol. Pendant ce temps, les unités de traitement des minerais artisanaux sont en sursis. Elles doivent payer des pénalités massives pour leurs manquements passés. L'État annonce même des contrôles internes pour identifier les complicités au sein de l'administration minière. La corruption ne sera plus le paravent des exploiteurs. Les experts de la société civile saluent ce sursaut, mais restent vigilants.
La dégradation des sites miniers affecte directement la santé de nos enfants et la fertilité de nos terres. En exigeant ces garanties financières, l'État s'assure que les exploitants assumeront le coût de la réparation. L'impact citoyen est vital. C'est la protection de notre cadre de vie contre la cupidité sans limite. Le respect de la loi minière est le premier acte de souveraineté économique. Peut-on espérer que ce moratoire de 15 jours suffira à corriger des années de laisser-aller administratif? La fermeté du ministre Kabamba sera jugée à l'aune des sanctions réelles qui tomberont après le 16 février. Cette volonté de contrôle nous mène à une question fondamentale. Pourquoi continuons-nous d'importer des biens que nous pourrions fabriquer avec nos propres minerais? L'ouverture d'un showroom dédié à la marque JWM par Tractafrique Equipment à Kinshasa relance un débat crucial. Nous voyons fleurir des SUV et des pick-up rutilants dans nos rues, mais ils proviennent tous de l'importation. La République démocratique du Congo possède moins de 15 véhicules pour 1000 habitants. Nous sommes l'un des pays les moins motorisés d'Afrique. Pourtant, nous fournissons le cobalt et le cuivre indispensables aux batteries du monde entier. C'est un paradoxe que nous devons briser. L'analyse des coûts de production révèle une opportunité immense. Produire une berline économique coûte environ 8 000 $ dans une usine performante. Un SUV demande environ 13 000 $ de frais de fabrication. Le Maroc a déjà réussi ce pari en produisant 700 000 véhicules par an. Là-bas, le coût salarial par véhicule est de 106 $, contre plus de 3 000 $ en Allemagne. La RDC possède la main-d'œuvre et les matières premières pour atteindre une telle compétitivité. La justification de cette ambition repose sur la création de valeur ajoutée. Le projet Kin Motors, annoncé par le gouvernement, visait l'assemblage de véhicules à moins de 10 000 $. L'objectif est de ressusciter la zone industrielle de Limete. Malheureusement, ce projet semble aujourd'hui au point mort. Nous continuons d'apporter des véhicules d'occasion qui coûtent une fortune en devises étrangères. C'est une hémorragie financière que notre économie ne peut plus supporter. La réalité est que l'assemblage local changerait le destin de notre jeunesse. Une industrie automobile capable de produire 50 000 unités par an créerait jusqu'à 25 000 emplois indirects. Cela stimulerait un écosystème de sous-traitants pour le siège, les vitres et le câblage électrique. Au lieu de vendre notre cobalt brut, nous pourrions fabriquer des batteries sur place. C'est le passage obligé pour devenir une puissance industrielle africaine. L'analyse indépendante souligne que la substitution des importations préserverait nos réserves de change. Actuellement, l'achat de véhicules à l'étranger pèse lourdement sur la pression sur les ménages. Des voitures adaptées à nos routes et vendues à prix accessible transformeraient la mobilité de notre classe moyenne. L'Afrique du Sud tire 7,5% de son PIB de ce secteur. L'ambition est là, mais la réalisation se heurte à notre déficit énergétique et infrastructurel. Sommes-nous prêts à offrir aux investisseurs les garanties fiscales nécessaires pour installer ces usines de montage? Sans une politique industrielle cohérente, nous resterons éternellement des clients pour les usines des autres. Cette vision de souveraineté se heurte aux réalités d'un monde instable, où nos partenaires traversent leur propre crise. Tournons nos regards vers Bruxelles, où la stabilité politique semble s'être évaporée. Avec 600 jours sans gouvernement de plein exercice, la Belgique s'enfonce dans une crise qui n'est plus seulement une affaire de politiciens, mais une véritable plaie sociale. Pour notre diaspora et pour nos relations diplomatiques, cette paralysie est une source d'inquiétude. Les témoignages recueillis lors d'éditions spéciales montrent une réalité brutale. Leila Loman, coordinatrice dans le secteur associatif, raconte comment elle a dû se séparer de la moitié de son équipe, 8 personnes licenciées faute de visibilité budgétaire. À ses côtés, Ariane Dirks, directrice de l'ASBL Lido, annonce la fermeture de centres de jour le week-end, laissant les plus vulnérables sans repas ni douche. L'inertie belge freine la vision européenne sur la crise à l'Est, laissant la RDC face à des interlocuteurs sans pouvoir de décision. Heureusement, notre continent offre des alternatives logistiques puissantes. Le Malawi vient de réaffirmer son soutien total au corridor de Lobito.
L'ambassadrice Margaret Kamoto souligne que ce projet est vital pour le commerce, le transport et l'énergie dans toute la région SADC. Pour la RDC, c'est une bouffée d'oxygène. Ce corridor nous permet d'exporter nos minerais vers l'Atlantique via l'Angola. Nous contournons ainsi les ports de l'Est sous influence rwandaise. C'est une victoire stratégique pour notre désenclavement économique. Enfin, la scène mondiale est marquée par une rupture diplomatique consommée entre Israël et l'Afrique du Sud. Les deux nations ont expulsé leurs chargés d'affaires respectifs. Pretoria accuse Tel Aviv de violation inacceptable des normes diplomatiques. Cette fragilité des alliances mondiales nous rappelle une vérité fondamentale. La RDC doit d'abord compter sur ses propres forces et naviguer avec prudence dans ce concert des nations. La stabilité de notre pays dépend de notre capacité à diversifier nos partenariats stratégiques. À l'intérieur de nos frontières, l'État tente de se moderniser malgré les résistances. Jean-Pierre Liat, vice-premier ministre de la fonction publique, a signé la mise en place de nouveaux secrétaires généraux. Ces hauts fonctionnaires sont affectés à la présidence, à l'Assemblée nationale et dans les ministères clés comme l'Intérieur. L'objectif affiché est de redynamiser une administration souvent jugée lourde. En parallèle, Doudou Fouamba a présidé la prestation de serment des comptables publics. Ces derniers doivent désormais garantir une gestion transparente de chaque franc congolais. Est-ce que ces nominations suffiront à régler les retards de salaire ou est-ce une simple expansion de la bureaucratie? Le quotidien de nos compatriotes exige des résultats palpables. Sur le front social, une innovation numérique mérite notre attention. Le ministre Daniel Mokoko-Samba présente la plateforme Loba. Cet assistant virtuel permet aux consommateurs de dénoncer les abus dans les secteurs de la banque, des télécoms ou de l'énergie. Le lancement est prévu pour fin février. Par ailleurs, le groupement des distributeurs pétroliers assure maintenir le dialogue avec le gouvernement pour stabiliser l'approvisionnement en carburant. La question du salaire minimum pour leurs agents a aussi été discutée pour apaiser le climat social. Enfin, l'agriculture cherche son salut dans la technologie. Une délégation congolaise s'est rendue en Israël à la ferme d'Arava. Ce site est une référence mondiale pour l'agriculture en zone aride. Nous voulons importer des systèmes d'irrigation de précision pour garantir notre sécurité alimentaire. Pourquoi importer des tonnes de riz quand nos terres pourraient produire en abondance avec les bons outils? Ces échanges techniques porteront-ils leurs fruits dans les assiettes des foyers congolais? Le pouls de notre nation bat dans la douleur de nos provinces. En Ituri, la milice CRP occupe désormais 73 villages dans le territoire de Djougou. Des milliers de familles sont en fuite, privant une génération d'enfants d'école depuis 5 ans. À Beni, les patrouilles conjointes FARDC-MONUSCO, baptisées Opération Umoja, tentent de rassurer les civils face aux menaces armées. La sécurité reste un défi quotidien pour nos frères du Nord Kivu. Le sort s'acharne aussi sur nos infrastructures carcérales. À Lubumbashi, l'hôpital de la prison de Kasapa a été entièrement détruit par un incendie. Un court-circuit est pointé du doigt. Sur le lac Tanganyika, la police a réussi à arrêter 4 criminels qui terrorisaient les pêcheurs. Ces pirates tuaient et pillaient en toute impunité sur les eaux de Moba. Le quotidien social est marqué par des drames humains. À Goma, plus de 100 familles dorment à la Belle Étoile après l'incendie du quartier Mapendo. 60 maisons en bois sont parties en fumée à cause d'une batterie défectueuse. À Komanda, c'est la pénurie d'eau qui fragilise les femmes. Elles doivent se lever à 2 heures du matin et marcher 7 km pour trouver une source, s'exposant ainsi aux miliciens. Enfin, le silence numérique frappe Dékézé et Massissi. Plus de 100 villages sont coupés du monde après la destruction d'une antenne par la pluie. Sans réseau, les enseignants ne peuvent même plus percevoir leur salaire par mobile money. Malgré ces épreuves, la résilience de notre peuple est immense. Chaque jour, nos compatriotes se lèvent pour bâtir un avenir meilleur, souvent avec des moyens dérisoires. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous avons vu ce soir une RDC qui se bat sur 4 piliers essentiels. Notre diplomatie défie le Rwanda à l'OIF pour porter haut notre voix légitime.
Notre économie se tourne vers Abu Dhabi pour sécuriser l'or de l'Est et assécher les réseaux de contrebande. L'État impose un moratoire minier strict pour protéger notre terre des prédateurs. Enfin, les réformes administratives tentent de restaurer une autorité efficace. Ces actions sont les morceaux d'un même puzzle, celui de notre dignité retrouvée. La pensée du jour nous vient de la mobilisation au Collège des hautes études de stratégie et de défense. On nous rappelle que la souveraineté ne se donne pas, elle s'arrache par la force de l'organisation. Cette réflexion est capitale aujourd'hui. Face à l'agression, notre seule réponse doit être l'unité et la gestion rigoureuse de nos richesses nationales. Pour approfondir ces enjeux complexes, je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube l'épisode d'Inside News Review. Il traite de l'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé. C'est une analyse indispensable pour comprendre les dessous des cartes. Que Dieu protège notre nation et qu'il inspire nos dirigeants pour le bien de chaque Congolais. C'était Serena pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition qui va clôturer cette semaine, demain. Excellente soirée à tous sous la protection du Très-Haut.